Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment supprimer un mot de passe perdu sous Linux. Certains vont parler de craquer un mot de passe, alors ici il n'est pas question de récupérer ou de retrouver un mot de passe de manière illégale, mais plus de récupérer l'accès à un poste de travail dont on ne connaît pas ou on ne connaît plus le mot de passe. Alors bien que ça ne soit pas très compliqué de supprimer un mot de passe, il s'agit en réalité juste de modifier un fichier, mais il y a quand même beaucoup de choses à voir et à connaître pour y arriver. Certains seront donc plus à l'aise que d'autres dans les différentes manipulations, d'autres ne seront intéressés que pour un système en particulier. Vous retrouverez donc le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de cette vidéo. Ainsi, pour celui qui désirera se rendre à un emplacement particulier, il suffira de suivre le guide. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un peu présenter mon environnement pour pas perdre tout le monde avant même d'avoir commencé. Alors ici, l'objectif est de voir comment se reconnecter quand on a oublié son mot de passe, ou celui de l'administrateur, ou quand on se retrouve en charge d'une machine, quand on ne vous a pas donné le mot de passe ou même que l'utilisateur l'aurait oublié. Pour la plupart des distributions, le principe reste le même. Cependant, il y en a qui sont protégés à l'ouverture, d'autres dont le mode de secours ne l'est pas, d'autres encore ont des comptes qui ne sont pas activés. La méthode globalement reste quand même la même. Alors quand on sait qu'il existe 500 versions de Linux, presque autant d'Unix, et que les utilisateurs ne sont que des utilisateurs, il est parfois difficile de comprendre et de faire le rapprochement entre deux distributions pourtant basées sur la même chose. Alors je pense tout de suite à Debian ou Ubuntu qui ont la même base mais dont le compte administrateur root n'est pas géré de la même manière. Alors je me vois des gens en train de faire la démonstration sur Debian et qu'on vient me dire mais comment je vais faire sur Ubuntu. Alors de là, je vais présenter comment faire sauter le mot de passe sur 3 distributions différentes. La Debian, Ubuntu et CentOS. De là, je devrais arriver à satisfaire presque tout le monde. Pour faire la démonstration sur 3 systèmes différents, je n'ai pas trop le choix que d'utiliser des machines virtuelles. La démonstration se fera donc sur ce type de machine. Alors il est assez courant que certains soient un petit peu déboussolés parce que j'utilise une machine virtuelle à la place d'une machine réelle. Eh bien en réalité, il ne faut pas être perturbé par ça. Machine réelle ou machine virtuelle, c'est exactement la même chose. Elle fonctionne de la même manière. Au lieu de mettre un CD-ROM dans le lecteur ou une clé USB dans le port USB, on met une clé USB dans un emplacement virtuel où on met dans le lecteur de CD-ROM un fichier de CD-ROM. Sinon, je pourrais même utiliser le lecteur réel. Alors quand je parle de mettre un CD-ROM dans le lecteur, vous placez dans votre lecteur de CD-ROM le CD-ROM correspondant. Pour moi, je vais dans mon lecteur virtuel et j'y insère mon fichier exactement de la même manière. Pour démarrer sur le CD-ROM au lieu du disque dur, puisque à un moment on verra qu'il est indispensable de savoir démarrer sur un CD-ROM, j'indique au BIOS d'utiliser en premier le CD ou le DVD. Alors si cette notion de démarrage sur CD-ROM ou sur disque dur vous est inconnue, je vous invite à regarder ma vidéo sur le BIOS ou le setup des machines. Car vous l'aurez compris, cette vidéo est déjà bien assez longue pour ne pas encore passer du temps sur des soucis annexes à la suppression du mot de passe. Alors pas de question à se poser, machine virtuelle ou réelle, c'est exactement la même chose. Pour vous, ce qui vous intéresse, c'est donc ce qui se passe dans ma machine elle-même, celle où c'est marqué, comme ici, Debian 9.5, Oracle VirtualBox, ou Ubuntu ou CentOS. Il ne faut pas alors se soucier de ma machine réelle qui tourne en arrière-plan.
Alors maintenant que le tableau est posé, un petit mot sur les raisons et surtout en quoi on peut se retrouver à faire sauter un mot de passe, et ce sur n'importe quel système. On peut très bien s'imaginer que vous décidiez de changer de mot de passe juste avant de partir en vacances, puis quand vous revenez, vous avez tellement décompressé que vous ne vous en souvenez plus. Ou encore qu'un utilisateur ait perdu son mot de passe ou l'ait oublié. Sinon, pourquoi pas, vous pouvez arriver dans une entreprise où l'ancien administrateur est parti sans laisser le mot de passe, ou il est parti en les laissant dans une enveloppe et que l'enveloppe a tout simplement disparu. Alors je suis comme tout le monde, il m'est arrivé d'oublier un mot de passe. Les situations que je viens de donner ne sont pas des fictions, ça arrive. Le souci n'est pas que ça puisse arriver, mais surtout que l'on doit être capable d'y remédier. Alors on voit bien que le besoin de retrouver ou faire sauter un mot de passe n'est pas toujours illégal, il est nécessaire, voire indispensable de savoir le faire, quelle que soit la situation et quel que soit le système d'exploitation. C'est donc de manière tout à fait justifiée que l'on se doit de savoir récupérer ou faire sauter un mot de passe. C'est quand on applique ces méthodes sur des postes sur lesquels on n'est pas autorisé que là ça devient illégal. D'ailleurs, en plus de ce qui est indiqué ici, il y a d'autres moyens dont je ne parlerai volontairement pas. Certains probablement y penseront et pourront se dire que le sujet n'a pas été traité complètement. Alors l'idée est bien de partir d'un poste sur lequel on n'arrive pas, ou plus à se connecter, et d'y reprendre la main. Alors comme ici, dans la démonstration, après avoir tenté de se connecter avec le mot de passe utilisateur, sans résultat, on pourra passer en terminal pour essayer de se connecter avec le compte administrateur. Alors généralement, sauf dans quelques cas exceptionnels, Root n'a pas le droit de se connecter dans l'interface graphique. On peut alors ouvrir un terminal en utilisant la commande CTRL ALT F1 ou CTRL ALT F2 jusque F6 ou F8, ça va dépendre des systèmes. Et on utilisera la même combinaison de touches pour revenir à l'interface graphique. Alors suivant les distributions, on retrouve l'interface graphique en F1, parfois F5, F6, F7, F8, ça dépend vraiment des distributions. Une fois dans le terminal, on pourra tenter de se loguer sur le compte root. Alors sur certains systèmes comme Ubuntu, si le mot de passe root n'a pas été défini, il n'est pas possible de se connecter directement sur le compte. Après quelques essais, on est parfois contraint d'admettre qu'on ne peut pas se connecter sur le système. Alors après, est-ce qu'il faut insister ou pas? Les avis divergent assez là-dessus. Alors je vais donner une réponse de politicien, oui, il faut insister, mais modérément. Je pense qu'après 5 ou 6 essais sur une méthode, puis une autre, sur un utilisateur et un autre, pourquoi pas après avoir recommencé avec les différents mots de passe habituels, avec la touche majuscule verrouillée ou non, avec le pavé numérique verrouillé ou non, il faut finir par se rendre à l'évidence qu'il faudra envisager de devoir récupérer le système. Bien sûr, il existe plusieurs méthodes pour arriver à ces fins. Je ne les présenterai pas toutes car certaines se rapprochent des autres, certaines sont un peu plus compliquées que les autres. Je pense par exemple à la création d'un utilisateur ou l'activation d'un compte verrouillé. Certaines fonctionnent à tous les coups et d'autres ne fonctionnent pas toujours. Alors comme souvent en dépannage, la meilleure méthode n'est pas forcément la plus simple. La meilleure méthode, c'est celle qui marche à tous les coups. Alors, si vous connaissez une méthode qui ne marche pas à tous les coups et que vous n'en connaissez pas d'autres, il est probable qu'un jour vous serez bloqué. Alors idéalement, l'idée est d'en connaître au moins 2 voire 3. Alors parmi les méthodes, on va trouver celle qui est de passer par le mode recovery,
dépannage ou encore le mode single. Elle fonctionne si le système n'est pas protégé, mais il arrive souvent quand même qu'en mode dépannage, il soit demandé de fournir le mot de passe route quand même. On trouve ensuite la solution de supprimer le mot de passe stocké dans le fichier passwd ou le fichier shadow. Puis il y a la possibilité d'activer le login automatique ou après le login auto de donner les droits sudo sans mot de passe ou encore activer le compte administrateur. Là aussi, ça se fait dans les fichiers passwd et shadow. Et il reste encore la possibilité de créer un compte sans mot de passe avec les droits ou encore de passer par la commande chroot. Alors là, vous voyez, c'est pas la solution qui manque. Mais quand on connaît le principe, l'imagination en plus peut faire le reste. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais on parle de récupérer l'accès à un système de manière légale. Ça suppose que vous avez au besoin accès physiquement au système. Dans les différentes méthodes que je viens de présenter, il va être nécessaire bien souvent de redémarrer le système, d'avoir accès au menu de démarrage Grub ou Lilo, parfois même de devoir redémarrer sur un support externe comme une clé USB, pourquoi pas par le réseau ou un CD-ROM. Même si un BIOS ou setup est éventuellement verrouillé par mot de passe, physiquement, il est toujours possible d'effacer ce mot de passe afin de permettre de modifier l'ordre de démarrage. Dans le cadre de la sécurité, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on se protège bien entendu de tous ces accès non autorisés. Alors nous voilà cette fois dans le vif du sujet, on va commencer par une méthode qui ne nécessite pas de moyens particuliers. Il s'agit tout simplement d'essayer d'accéder au système en passant par le mode recovery ou dépannage. Alors bien sûr ici je vais passer par des cas qui fonctionnent parfois et d'autres qui ne fonctionnent pas toujours. Alors j'insiste un petit peu sur ce dernier point, par exemple pour le recovery, je vais passer par Ubuntu, parce que ça marche sur Ubuntu. On verra après que sur CentOS, la méthode ne fonctionne pas. Donc après avoir démarré mon Ubuntu, il va me suffire de sélectionner Recovery, donc le mode de dépannage. Après les quelques secondes de boot, le système va démarrer en mode dépannage. Le mode dépannage pourra varier d'un système à l'autre. Ici, sur ma version d'Ubuntu, une liste de choix est proposée. Alors il suffira de trouver le mode qui vous convient le plus. On va alors ici choisir le mode route qui me permet de passer en console sur le compte route. Après avoir lu les différents messages, on voit qu'il suffit de taper Entrée pour se retrouver en console. De là, on pourra changer le mot de passe en utilisant la commande passwd. Alors ici, le système est protégé en écriture. Il s'agit d'une protection pour le système et non d'une protection pour la sécurité. Donc comme on le verra après, il suffit de modifier le paramètre RO en RW dans les paramètres du noyau lors du démarrage. Alors on sait maintenant qu'il est possible de booter sur le système en mode dépannage pour accéder à la console. Donc après reboot, on va voir qu'il suffit de modifier les paramètres du noyau pour démarrer en mode console. Donc comme je viens de le dire, il suffira de lui indiquer dans les paramètres du noyau de monter la partition en RW dans le mode recovery. Pour modifier les paramètres du noyau, on utilisera la touche E pour Edit, comme c'est indiqué en bas de la fenêtre. Alors histoire de faire d'une pierre deux coups,
je vais en profiter pour présenter le mode single. Alors le mode single correspond à init 1, run level 1 et le mode de démarrage de secours, ce qui est un peu la même chose que le mode dépannage qu'on vient de lancer juste avant. Donc après avoir tapé E pour éditer les paramètres de boot, on va chercher où se trouvent les paramètres passés au noyau. On va chercher la ligne qui commence par Linux. Dans les paramètres du noyau, on y retrouve son chemin boot, suivi du noyau et de sa version. Une fois qu'on a trouvé la ligne, tout à la fin de la ligne, on va y ajouter le mot single, simple 1, qui indique au noyau de démarrer en run level 1. Pour le mode dépannage, recovery, on aurait changé le RO en RW. Quand c'est fait, quand on a fait nos modifications, on va taper CTRL plus X ou F10, comme c'est indiqué, pour démarrer le système. Après les quelques secondes de démarrage, on aura directement accès à la console en route. Et là, plus de problème. Comme on est sur un démarrage normal, mais en mono utilisateur, on peut changer les mots de passe. Bon, si je tape le mot de passe actuel, il me dit que le mot de passe n'a pas été changé. Mais si j'en tape un nouveau, pour l'utilisateur ou pour route, on voit bien que le mot de passe est changé. Pour changer le mot de passe d'un utilisateur, la commande sera passwd, espace, avec le nom de l'utilisateur. Pour le mot de passe de route, il suffit de taper la commande passwd. Pour le reste, il suffit de suivre. Quand c'est fait, il suffit plus que de redémarrer le système et on essaye de se connecter avec les mots de passe qu'on vient de placer. Alors sur Ubuntu, root n'a pas de mot de passe habituellement, donc la commande SU ne fonctionne pas, mais comme on vient de lui en mettre un, il n'y a plus de soucis, on peut se connecter en route sur la console. Sur Ubuntu, habituellement, le compte route n'est pas activé. Au passage, ça va être l'occasion de voir comment activer ou désactiver un compte. Alors les fichiers contenant l'état des comptes et les mots de passe sont /etc/passwd ou etc shadow. Alors dans les premières versions d'Unix, le mot de passe était stocké en clair dans le fichier passwd. Ce n'est qu'après qu'il a été crypté. Alors pour garder la compatibilité entre les systèmes, c'est là qu'est apparu le fichier shadow. Suivant les systèmes, le mot de passe sera stocké dans etc passwd, mais dans la plupart il sera stocké dans etc shadow. Alors sur Ubuntu, comme par hasard, c'est l'inverse, c'est dans le fichier passwd qu'on trouve le mot de passe. Le mot de passe et tous les mots de passe dans passwd ou dans shadow se trouvent après les deux points qui suivent le nom de l'utilisateur et se terminent aux deux points suivants. Pour supprimer un mot de passe, on supprime tout ce qui se trouve entre ces deux fois deux points. Alors attention à pas déborder, sinon c'est le compte qui risque de changer. Pour désactiver un compte, il suffira de remplacer le mot de passe crypté par un point d'exclamation. Alors toutes ces informations envoyées comme ça en une fois risquent un peu de paraître bien compliquées. Alors je le répète jamais assez, regarder une vidéo ne suffit pas pour dire qu'on sait faire quelque chose. Il faut pratiquer et repratiquer si vous voulez retenir ce qui vient d'être dit ici.
Cette méthode est valable pour Ubuntu et on va essayer tout de suite sur un autre système. Je vais donc lancer CentOS. Comme on connaît le principe et la méthode est la même sur tous les systèmes, je vais directement éditer les paramètres du noyau et y indiquer un démarrage en mode single. Quand j'ai fait la modification, je laisse le système démarrer. Alors là, je le fais sur CentOS. On verra que sur Debian, ça aurait été exactement la même chose. Quand le système est démarré, il me dit bien qu'il est en mode maintenance ou urgence, mais là cette fois, on voit qu'il me demande le mot de passe de route pour pouvoir rentrer dans le mode. Alors cette vidéo est déjà bien assez longue, on ne peut pas tout voir en quelques minutes. On voit ici que CentOS protège l'accès au boot, y compris en mode mono-utilisateur. Alors on peut être en droit de se poser la question sur le niveau de sécurité d'Ubuntu. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, en temps normal, on ne donne pas accès au boot à un utilisateur. On revient un peu sur ce que je disais, sur le bien fondé et la légalité de récupérer le système. Alors il faut quand même savoir qu'il est possible de modifier cette option de demander ou non le mot de passe dans les paramètres du grub. On peut aussi essayer sur la Debian, comme je disais tout à l'heure. Alors je reviens pas sur la saisie de single. Après le mode single, on pourra voir le mode dépannage. Je vous laisse voir ce que ça donne. Alors il faut quand même dire que la plupart des distributions utilisent un mode mono-utilisateur protégé. Mais pourquoi pas, ça peut toujours être une solution de secours. Mais, je le disais, ce n'est pas la solution qui marchera à tous les coups. La méthode suivante va être donc de modifier les fichiers PassWD et Shadow. Alors je reviens encore une fois sur ces deux fichiers, j'en ai parlé vite fait il y a quelques minutes, mais il est quand même bon d'y passer un peu de temps. D'autant que la méthode qu'on va voir après est de modifier le fichier Shadow ou PassWD, et il peut être bon de ne pas se tromper. Donc comme je disais, /etc/passwd ou etc shadow sont les fichiers contenant l'état des comptes et les mots de passe. Dans la plupart des cas, les mots de passe sont stockés dans le fichier shadow. Le fichier passwd, lui, est souvent en accès lecture seule pour l'utilisateur. Alors le fichier passwd ne contient pas de données confidentielles. Il contient le chemin du profil, les différentes informations publiques de l'utilisateur comme son nom, son login, son bureau, son numéro de téléphone, ainsi que l'interpréteur de commande par défaut.
Alors quand on ne veut pas qu'un utilisateur puisse se connecter, on lui met comme interpréteur de commande /bin/false. Alors c'est pas la même chose que de désactiver un utilisateur. On ne le désactive pas, on ne l'autorise tout simplement pas à se connecter. Alors c'est souvent le cas pour les utilisateurs spéciaux. À l'emplacement du mot de passe, dans PalWD, on trouve un X signifiant que le mot de passe est ailleurs. Alors justement, c'est l'occasion de voir où est situé le mot de passe, après le nom de l'utilisateur et entre les 2 fois 2 points. Pour retrouver le mot de passe, on édite donc le fichier etc shadow. Alors bien que les mots de passe soient cryptés, l'utilisateur simple n'a pas accès au fichier. Il faudra se connecter en administrateur pour pouvoir le lire. Alors on voit bien alors que le mot de passe a remplacé les X du fichier PalWD. En éditant chacune des lignes, on va retrouver également le mot de passe de l'utilisateur. Alors il est important d'avoir vu ce fichier, sa composition, car c'est lui qu'on va devoir venir modifier. Alors pour ça, on l'a vu, un simple utilisateur, tant bien même qu'il arrivera à se connecter, n'a pas la possibilité de modifier le fichier PalWD, ni même le droit de lire le fichier Shadow. Alors bien sûr, l'administrateur en a le droit, mais dès lors qu'on arrive à lire le fichier, c'est qu'on a le mot de passe administrateur. Si vous n'avez pas le mot de passe administrateur, vous ne pouvez pas éditer le fichier. Pour pouvoir le modifier, il va donc être nécessaire de passer par un moyen externe. On arrête alors le système et on va le redémarrer avec un CD-ROM pour pouvoir le lire. Alors je reviens pas sur ma machine virtuelle. Si vous êtes sur un poste réel, eh bien vous mettez le CD-ROM dans le lecteur, la clé USB à son emplacement, puis on démarre le poste en boutant sur le support. L'objectif est donc de pouvoir écrire le fichier Shadow ou PalWD. Alors pour ça, on va prendre un live CD. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, la manipulation sera la même. Moi j'utilise personnellement System Rescue CD, mais vous pouvez prendre tous les CD-ROM de dépannage comme Gparted, Parted Magic, Pmagic, Dr Web, UBCD, ou même des CD-ROM live comme Ubuntu, Lubuntu, Fedora, Sul, ou tout ce que vous voulez. En fait, on va monter la partition qui nous intéresse pour changer le contenu du fichier. Pour monter une partition, tous les CD-ROM savent le faire. Alors je dirais un petit mot à la fin à propos des CD-ROM. Bon, en réalité, il faut quand même un CD-ROM qui soit aussi récent que le système lui-même pour pouvoir lire le système de fichiers. Quand c'est fait, on le lance et on attend d'arriver sur l'invite de commande ou sur le bureau du live CD. Alors je passe assez rapidement sur la méthode de trouver et monter la partition du système. En cas de difficulté, comme je disais tout à l'heure, je vous laisse vous reporter à ma vidéo sur le montage d'une partition. Alors après avoir lancé fdisk-l ou gparted, on va repérer la partition où se trouve le système. Alors généralement c'est une partition en SDA quelque chose, parfois SDB. La partition devrait être marquée en ext2, ext2 ou ext3, 4 ou btrfs et doit contenir votre système avec quelques gigaoctets. Quand on l'aura trouvé, d'une méthode ou d'une autre, on pourra alors la monter au travers de la commande mount. Alors pour moi la partition à monter sera dev sd1. Je pourrai alors la monter avec la commande mount.
J'utilise donc mount espace /dev/sda1 espace /mnt. Je monte LDR1 dans le dossier MNT. Alors après, si vous voulez monter votre partition dans un autre dossier, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il faudra savoir, c'est où est-ce que vous l'avez monté pour pouvoir aller modifier le fichier shadow ou passwd. Alors quand ça sera fait, en me déplaçant dans MNT, je devrais retrouver les fichiers de mon système. Alors pour ça, j'utilise la commande ls. Alors là, le plus dur est fait, il ne me reste plus qu'à trouver le fichier passwd et shadow. Donc dans MNT, etc, shadow ou MNT, etc, passwd. Alors je peux maintenant effectuer les modifications que je veux, et notamment supprimer le mot de passe qui est crypté. Alors supprimer le mot de passe de l'administrateur devrait suffire. Après, si vous avez des doutes, vous pouvez aussi supprimer celui de l'utilisateur. Quand c'est fait, il ne me reste plus qu'à enregistrer, redémarrer le poste de travail. Éventuellement, on peut commencer aussi par éjecter le CD-ROM. Au reboot suivant, pas de surprise, on a supprimé le mot de passe de route et celui de l'utilisateur. Sans mot de passe pour l'utilisateur, certains systèmes accepteront la connexion, d'autres pas. Alors on l'a vu au début de cette vidéo, il suffit alors de basculer en terminal avec CTRL-ALT F1 F2 pour se connecter sur le compte utilisateur ou administrateur. Pour changer de mot de passe, je reviens pas non plus sur ça. Et puis on retombe dans de l'utilisation normale. Alors maintenant qu'on a vu comment faire pour la Debian, il sera facile de faire pareil sur Ubuntu. Alors bien sûr, Ubuntu a sa particularité d'avoir par défaut le compte route de désactiver. On pourra alors au choix réactiver le compte route en supprimant le point d'exclamation dans passwd et supprimer l'étoile dans son mot de passe dans Shadow. Ou encore juste supprimer le mot de passe de l'utilisateur. Pour la CentOS,
On pourra rencontrer une difficulté supplémentaire par le fait que CentOS utilise le système de fichiers LVM. On pourra aussi le rencontrer sur d'autres distributions. Mais en définitive, la solution reste identique, il suffit de trouver où est la partition contenant le système. Alors sur le système LVM, les partitions ne sont pas disponibles dans dev, SDA, B ou C ou tout ce qu'on voudra, mais sont disponibles dans un sous-dossier nommé mapper. Pour le reste, rien de particulier, ça sera exactement la même chose. Alors pour les plus curieux, vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'utilisation et les manipulations de LVM. Alors les quelques minutes de vidéo qui suivent ne sont que la mise en application de ce qui vient d'être vu. Je vous laisse donc suivre et voir tout ça. Et on se retrouve dans quelques minutes pour un dernier mot sur les live CD.
Donc on vient de voir que les différentes manipulations se font assez aisément. Bon, ça fait quand même pas mal de choses à voir et à connaître en très peu de temps. On ne se lance pas du jour au lendemain dans un système. Alors au travers de ces trois systèmes que l'on vient de voir, même si globalement ça revient à la même chose, on y retrouve toujours quelques petites différences. Alors, à partir du moment où on fait du Linux, il est important d'avoir une certaine souplesse d'esprit. Sinon, ça devient tout de suite très compliqué. Alors bien sûr, les systèmes évoluent et ne se présentent pas toujours de la même manière. Il en est de même pour les systèmes de fichiers. Suivant les distributions, ils utiliseront de l'Extendcat ou du BTRFS, voire même des versions différentes de LVM. Alors ce qui contribue aussi à la réussite des objectifs, c'est aussi le support que on va utiliser. Alors si moi j'utilise un système Rescue CD, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est le dernier en cours. Et si c'est pas le dernier, il a tout au plus quelques mois. Alors il se pourra que certains d'entre vous aient quelques difficultés à lire une partition ou même trouver le point de mappage des lecteurs LVM. Alors il faudra alors penser à votre support et pourquoi pas en télécharger un plus récent. Pour suivre l'ensemble des étapes de cette vidéo, il est nécessaire d'avoir quelques connaissances supplémentaires. Alors vous avez vu, je fais référence assez souvent à des actions comme l'édition de fichiers, le montage de partitions, LVM, les droits de l'utilisateur, les paramètres du noyau. Alors tous ces points, je les ai déjà traités dans d'autres vidéos. Pour retrouver facilement ces vidéos et celles qui vont suivre, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Vous pouvez aussi découvrir des centaines de documents en flashant le QR code ou en tapant LJP Info dans Google. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker. Il m'arrive souvent de dire « vous avez vu, c'est facile ». Alors ce qui est vu dans cette vidéo n'est pas forcément très compliqué, mais celui qui perd son mot de passe n'est pas toujours non plus le plus expérimenté. Et là je comprends que c'est un peu compliqué pour lui. Alors n'hésitez pas à poser vos questions ou laisser vos commentaires. Et je vous dis à bientôt.